Le membre du jury qui me stresse un peu, c'est Madame Naboufal. Elle est beaucoup réactive et puis elle pose des questions pertinentes. C'est M. Charles Pied. Il est vraiment peu bavard et je sais que ces genres de personnes sont beaucoup critiques. Ces questions sont vraiment pertinentes. J'ai beaucoup d'appréhension en tout cas à son sujet. Bonsoir et bienvenue dans ce troisième épisode de Jeux de Mensa saison 2. Souvenez-vous, la semaine dernière, nos 17 entrepreneurs ont présenté leurs pitchs initiaux à nos 3 membres du jury. À la suite de cette épreuve, 4 d'entre eux ont malheureusement quitté l'aventure. Les 13 entrepreneurs restants ont encore une chance de gagner leur financement. Mais qui dit Jeux de Mensa, dit aussi formation. Et cette troisième journée commence directement par une masterclass sur la rédaction d'un business plan qui sera dispensé par monsieur Césaire Kouassi, associé gérant de CFC Finance. Allez, à vos cahiers, à vos stylos, masterclass offerte par Live TV et Mensa Bank. Lorsque vous montez votre business plan, c'est parce que vous avez un objectif précis. L'objectif, il évolue dans le temps, il est fonction donc de votre besoin à un moment donné. Il peut être déjà de vous permettre d'avoir une idée donc de mieux encadrer, de coucher sur papier votre projet d'investissement, votre idée d'entreprise. D'accord? Ça, c'est un business plan. Il peut être également dans l'optique de mobiliser un financement. L'idée que vous avez, vous l'avez juste en tête. Mais votre interlocuteur qui est en face, il a besoin d'un support pour mieux évaluer votre projet, pour l'apprécier, afin de se laisser motiver, de se laisser convaincre de la pertinence du projet et surtout de sa rentabilité. Donc le business plan se définit comme étant un document décrivant la stratégie financière et commerciale choisie pour mener à bien un projet entrepreneurial. L'étude sectorielle, c'est l'étude de façon générale, qui porte de façon générale sur le secteur d'activité dans lequel vous évoluez. On a notre manière auparavant de rédiger qui, aujourd'hui, on nous a démontré qui n'est pas forcément la meilleure. Et donc, il fallait s'adapter en fonction de la personne qui va recevoir ou l'institution qui va recevoir le business plan. Avant de vous lancer dans votre projet d'entreprise, vous devez déjà, dans la phase d'évaluation des risques sectoriels, donc de maîtrise du secteur d'activité en question, vous devez chercher à savoir que disent les textes. Est-ce qu'il y a des textes là-dedans, dans ce secteur d'activité? Que disent les textes? Il faut faire en sorte de pouvoir respecter ces textes-là. Et pour cela, il faut déjà les connaître. Est-ce qu'il y a des secteurs qui ne sont pas réglementés? C'est plutôt les secteurs qui sont réglementés qu'il faut chercher parce qu'il y en a peu. D'accord? Il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas réglementés. Beaucoup de secteurs qui ne sont pas réglementés. Alors, ce que je retiens, c'est que le crédit, c'est la confiance et que l'un des éléments importants, c'est le business plan qui garantit cette confiance-là. Je suis actuellement le seul en Afrique qui transforme les feuilles d'ananas en cuir. Mais on est conscient que le cuir des animaux existe. Et donc, mon domaine, je peux considérer comme un domaine, on va dire, unique ou un domaine qui existe déjà. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, est-ce qu'on doit considérer le produit d'un concurrent, c'est-à-dire un concurrent qui fait le même produit que toi, est-ce qu'on doit considérer son produit comme un produit de substitution ou c'est forcément quelque chose d'autre qui pourrait remplacer? Ok.
D'abord, félicitations que vous soyez le seul dans votre domaine. C'est vrai que vous devriez avoir beaucoup moins de problèmes. En ce qui concerne donc votre question, il faut retenir que les produits de substitution, ce sont des produits de la concurrence. En un mot, il faut retenir ça. Considérez que c'est des concurrents. Ces concurrents peuvent être des entités formellement constituées ou informelles, etc. Mais in fine, c'est des gens qui vous prennent, qui vous grignotent des parts de marché. Après l'historique, après avoir présenté les raisons qui ont motivé la création de mon entreprise, je vais présenter maintenant l'équipe dirigeante. On va dire la majorité du personnel, Oui. c'est pas des lettrés forcément. Oui. Parce que notre projet ici, il développe une économie sociale. C'est ça. Où on apprend des mères célibataires, où on apprend des Oui. jeunes gens qui n'ont jamais fait de formation. C'est ça. Donc, est-ce que c'est important de les présenter en fait? Dans votre comité de direction, l'équipe managériale, est-ce que ce profil-là, vous avez ces profils-là là-dedans? Directrice des ressources humaines, par exemple, c'est quelqu'un qui n'est pas... L'équipe projet, on n'a pas de directeur quelque part là-bas. Il y a un responsable de la structure. Donc le promoteur de la start-up, Ok. il a une vingtaine de collaborateurs. Oui. Dans la vingtaine de collaborateurs, il y a une assistante comptable Ok. et puis il y a un assistant informaticien. C'est bon. Ouais. D'accord. Donc vous voyez que le profil dont vous parlez, vous voyez qu'ils ne sont pas dans l'équipe de direction. Vous voyez, ce n'est pas l'équipe dirigeante. Parce que pour être à la direction, il faut savoir faire de la stratégie, il faut savoir faire de la planification, de la coordination. Vous voyez? Et ça... Après un cours très dosé, Moi, voyons ce j'ai qu'en retenu, pensent nos apprenants. La rédaction du business plan est le passeport de tout financement. On va parler des facteurs risques, des facteurs de cohérence au niveau de la finance. Qu'il faut vraiment connaître son entreprise et son secteur d'activité. Nous avons quand même eu les éléments nécessaires pour pouvoir élaborer un business plan qui va donner confiance à la banque pour pouvoir nous octroyer un financement. Si vous travaillez avec des structures, que vous êtes toujours le faux type qui ne respecte jamais ses engagements, mais, ça ne va pas venir à l'oreille du banquier. Si vous empruntez de l'argent à une banque donnée et que vous ne remboursez pas votre crédit, le système va se refermer sur vous. Je puis avouer que j'ai été agréablement surpris par la qualité des membres, des participants donc à cette masterclass. Ils sont de qualité. Les projets dont ils sont porteurs sont également des projets de qualité, susceptibles de convaincre tout investisseur donc, de les financer. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Après leur formation, nos chers entrepreneurs ont eu le temps de mettre à jour leur business plan et aujourd'hui, ils vont le présenter aux membres du jury. Attention, une ou plusieurs personnes quitteront l'aventure aujourd'hui. Et le stress n'est pas aussi élevé que le premier jour. Donc je peux dire que nous sommes fin prêts pour aller défendre cette deuxième journée-là, nos projets. C'est dans un esprit zen, apaisé, que je suis dans cette aventure. Et je suis là ce jour de manière vraiment zen, quoi. Les membres du jury sont formidables et ils posent vraiment des questions très pertinentes qui nous obligent à nous documenter encore plus pour pouvoir les convaincre. Il est jumeau et sa matière première, c'est le cacao. C'est Monsieur Diakité. J'ai fait que 2 pour que vous puissiez vous concentrer sur l'écran. Parce que si je faisais 3, vous allez plus se concentrer sur les documents. Mon ami, dis plutôt que tu n'avais plus d'encre, oui. Bon, Je vous on dis commence. que la filière cacao génère plus de 100 milliards de dollars. Les producteurs captent 6%. 6% du chiffre d'affaires que génère la filière cacao. Il y a une loi de l'Union européenne qui dit qu'on ne doit pas utiliser plus de 5% de matière, d'autres matières dans les tablettes de chocolat. Donc, ça, c'est les tablettes de chocolat qu'on consomme là-bas. Et oui. nos tablettes de chocolat qu'on consomme en Côte d'Ivoire, on peut mettre plus de 5%? Non, c'est pas tout. D'accord. C'est pas tout. Et c'est interdit aussi de mettre de la farine, des amidons et d'autres arômes pour imiter la saveur du cacao. Donc, pour faire du cacao, il faut purement et simplement un produit dérivé du cacao. Tu peux faire moins d'anecdotes et rentrer dans le business, s'il te plaît? Nabou, sois gentil, comme le dirait mon patron. Bon, on continue. Sur le continent, ce que l'Europe achète sur le marché, ce que l'Amérique du Nord achète, ce que l'Asie, l'Océanie,
pour montrer à quel point est-ce qu'il y a des flux financiers dans le secteur cacao. En amont, quand on reçoit les Excusez-moi, mais vous savez, à cette allure-là, dans 2 heures, On n'a pas fini. encore là. On est encore là. D'accord? L'objectif, ce n'est pas de nous lire l'ensemble de nos documents page par page. D'accord? Allez, Diakité, il y a 100 millions en jeu. Laisse les blablas, sois concret. C'est bien d'avoir fait une présentation, mais comme vous avez dit, on ne va pas lire ça maintenant. Quand vous venez faire une présentation, il faut être synthétique. Ce n'est pas de la lecture qu'on vous demande de faire. L'activité de transformation a commencé en 2018. Le chiffre d'affaires était de 3 500 000 francs avec un résultat net de 915 000. Et donc en 2019, le chiffre d'affaires était de 8 millions avec un résultat net de 915 000. Et en 2020, le chiffre d'affaires était de 658 millions et avec un résultat net de 20 millions. Et là, 2021... Là, tu parles notre langage. 2021, l'exercice n'est pas encore terminé. Mais dans le bilan, on a plus de 1,5 milliard de chiffre d'affaires avec un résultat net de plus de 60 millions. Donc pour dire que de manière progressive, où nous sommes arrivés sans aucun accompagnement financier d'une banque. Comment vous avez fait ça en fait? Comment Parce vous avez fait à la base déjà, nous sommes producteurs. Moi j'ai un champ de cacao, j'ai mon champ de cacao. Donc j'ai mon champ qui me permet de pouvoir avoir des ressources. Et nous avons la confiance aussi de nos producteurs. Généralement les produits que nous avons, les producteurs nous mettent à disposition. Et c'est après la vente que nous les payons. Vous avez un crédit fournisseur. Voilà, c'est pour ça que quand vous allez voir voilà, le fonds de roulement, vous allez voir que c'est négatif. C'est-à-dire que l'argent qui rentre reste plus que l'argent qui sort. Parce qu'il y a plus de confiance. Les gens nous font vraiment confiance. Et l'avantage pour Massa Bank même, c'est que les flux que nous on reçoit sont en euros. Et qui va les permettre... c'est nous qui décidons avant Massa Bank. Oui, je vous dis que puisque c'est Massa Bank qui donne l'argent et le compte sera domicilié à Massa Bank. Et tout ce qu'on reçoit comme paiement... Mais c'est nous qui validons. Si nous on dit que tu ne passes pas là, ça n'arrive pas là-bas. Ça ne va pas arriver là-bas. C'est pour ça que j'ai rigolé. Ça, on essaie de t'expliquer. Okay. Avant que ça arrive là-bas, là, c'est ici que ça se passe. Chers candidats, n'oubliez pas que les premières personnes à convaincre, ce sont nos 3 chouchous ici présents. Vous êtes moins cher que vos compétiteurs? Bon, pas moins cher, mais en fonction de la qualité de produits que nous utilisons pour transformer, nous offrons des produits plus moins chers. Et qui sont vos compétiteurs? Qualité-prix, c'est ça? Oui, et puis nous mettons directement nos produits sur le marché, à la portée même des transformateurs à l'extérieur. Une présentation qui me laisse sans voix. Mais bon, la suite s'il vous plaît. Stressé à première vue, mais j'espère que Miss Toffee s'en sortira aujourd'hui. Je suis Rachel Ndeni, responsable de la structure Douceur et Tradition, une structure qui est spécialisée dans la confection de la confiserie africaine, ivoirienne. Donc dans le secteur dans lequel je travaille est un secteur qui a des réglementations. Oula, doucement, tu vas y arriver. N'oublie pas que tu joues ta place. Des analyses biochimie et aussi avoir un certificat de salubrité. Pour entrer dans ce secteur, c'est un secteur libre, donc tout le monde rentre dans le secteur. Pour l'année 2019, on faisait 300 toffees, je travaillais seule, je faisais 300 toffees par jour. Et pour l'année 2000, au jour d'aujourd'hui, l'année 2022, avec mon équipe de 5 femmes, nous sommes à 2000 bonbons qu'on fabrique par jour. Donc si j'ai le financement demandé de 45 millions, nous pourrons produire 50 000 bonbons par jour. Vous travaillez 4 heures dans une journée? Non. Dans une journée. En 12 heures, elle fait 2000. En 12 heures, on fait les... C'est pour ça que je lui demandais en fait, puisqu'elle est basée sur... 3 fois 4, oui. Oui, en 12 heures, on fait les 2000 bonbons. C'était pas le problème de maths. Les amis, les mathématiques sont importantes, hein? Vous voyez, non? Donc le chiffre d'affaires que nous avons réalisé en 2021 était de 22 millions, avec une marge bénéficiaire de 9 millions. Je pense que si on a le nombre d'employés qu'il faut, parce qu'on a l'intention de passer à 15 000 employés, je pense que si on a 15 000? Pardon, 15 employés. Ah. C'est 15 employés que je voulais dire. Pardon, c'est les chiffres qui me... Donc 15 employés. Le stress plus les chiffres égale charabia pour Miss Toffee. Et je vois toujours dans les demandes de financement, la budgétisation,
Il n'y a pas de part laissée à toute cette activité de normalisation, de vérification, d'analyse qui n'est pas comptabilisée. Assurance qualité n'existe pas. Ouf! C'est terminé pour la première candidate. Et d'après les réactions des membres du jury, c'est chaud! Je suis Jean-Pierre Lorillon, chef d'entreprise. Le next, c'est Monsieur Préfabrique. Son pitch initial n'avait pas été trop top, mais voyons voir s'il y a de l'évolution. Une nouvelle technique de construction appelée la construction préfabriquée ou modulaire. C'est un étudiant qui est inscrit ici, que j'ai rencontré dans le couloir de l'école. Il m'a approché, il m'a vraiment présenté ses intentions. Il est venu ici pour apprendre vraiment l'architecture. Il est déjà dans une structure et il fait déjà les conceptions modulaires à partir du matériel importé. Voilà un peu comment se fait le montage. Tous ces profilés sont dans nos stocks, sont fabriqués par la machine de l'acier léger. Et par la suite, nous essayons d'assembler au fur et à mesure pour avoir un bâtiment modulaire. Ce bâtiment modulaire, il peut être cloisonné, superposé jusqu'à R+3. Et on peut partager, comme on le veut, les aménagements intérieurs. Heureusement qu'on en a. Monsieur. Ça existe en RDC depuis 15 ans. Comment? Ça existe en RDC depuis 15 ans. Si, vous avez dit que ça n'existait pas en Afrique. Non. La dernière fois, mais j'ai dit que c'est nouveau, ça existe, mais c'est nouveau. La construction en acier léger est une méthode très innovante. Elle offre elle offre une gamme complète et également, elle a plusieurs avantages. Depuis sa création, en 2019, nous avons eu comme chiffre d'affaires 149 185 000 francs. Un chiffre d'affaires en 2020, on a eu 805 313 000. Et en 2021, nous sommes passés à 206 927 000. Mais ça s'explique. En 2020, on a eu une facilité avec la banque. La banque nous a octroyé une ligne de crédit qui nous permettait de pouvoir aborder plusieurs marchés à la fois. Et également, on a eu aussi l'avènement du Covid qui, nous, contrairement à d'autres entreprises, nous a arrangé, puisqu'on était sélectionnés pour pouvoir construire d'urgence des bâtiments. Si nous avons cette machine, nous comptons faire par mois 13 maisons. 13 maisons par mois. Ça nous fait environ une quantité vendue de 80 maisons toute l'année en 2020. On aura également le prix unitaire qui va s'estimer pour une villa de 3 pièces à 15 millions. J'essaie de comprendre. 13 maisons par mois. Si je prends rien que 10 mois, ça vous fait 130 maisons. Ça ne fait pas 80. Oui, ça ne fait pas 80 maisons. 13 maisons par mois. Sur 12 mois? Non, c'est que je me suis trompé sur le chiffre. Oui. Je suis trompé sur le chiffre. Donc, comme c'était hier, on a fini un peu tard. Donc c'est vraiment possible la nuit. Non, n'essayez même pas avec ça. Vous êtes trompé, point. Si, je me suis trompé, il n'y a pas de problème. Je me suis trompé. C'est vrai, je vais le rectifier tout à l'heure. En voici un autre qui a des problèmes avec les maths. Comme le disent les jeunes gens, c'est mélanger. C'est quoi? Vous construisez des maisons pour des gens qui veulent des maisons? C'est un projet de logements sociaux? C'est quoi? J'arrive plus à comprendre, je suis perdu. C'est quoi le projet finalement? Si, déjà, nous sommes en activité. Nous sommes en activité, nous sommes en croissance. On ne veut pas délaisser tout de suite ce que nous faisons. Mais avec cette machine, on peut être porté maintenant à aller dans les logements sociaux. Lorsque vous avez une activité qui est déjà opérationnelle comme celle-ci, où vous nous avez montré vos performances financières sur 3 années, d'accord? Venir nous présenter du chiffre d'affaires d'un segment nouveau de votre activité, sans lier cela à l'activité de base, c'est une erreur. Parce que ça nous perd. Nous savons qu'il y a des problèmes de logement qui existent. On n'a pas dit en fait que c'était la problématique. On est simplement en train de vous dire que vous donnez un conseil, c'est tout. Non, c'est bien compris, monsieur. Ne vous enfoncez pas. Voilà. D'accord?
Et surtout, ne soyez pas sur la défensive. Eh ben, Très bien. pour ne pas s'enfoncer, c'est trop tard. Et en plus, il est sur ses grands chevaux. Plan qui doit être le reflet de ce que cet investissement va apporter de nouveau à votre activité. D'accord? Vous ne nous avez pas encore présenté ce business plan. Ce que vous êtes en train de nous présenter ici, c'est une activité nouvelle. D'accord? Vous savez très bien ce que vous allez faire, combien coûte cette machine, mais comment ça se fait que vous ne savez pas ce que vous allez en faire? Avec la machine? Ah ben, clairement, puisqu'on va avoir une maison qui coûte 15 millions et hier elle coûtait 6 millions. Moi, je ne peux pas vous dire qu'on va vous donner 100 millions pour quelque chose comme ça. Je vais descendre un peu la température. Avec cette machine, elle rentre toujours dans le cadre de notre activité primaire. Votre activité primaire, de toutes les façons, vous ne l'avez pas évoquée de manière claire, parce que là, on est déjà confuse. Moi, je suis en train de questionner le coût de vente de votre maison, puisque clairement, vous nous présentez des projets de logements sociaux. Et hier, vous avez dit 6 millions, aujourd'hui, la même maison, avec la même machine et le même matériel, va coûter 15 millions. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Comme c'est un début, nous pensons commercialiser comme ça d'abord. Comme ça, c'est quoi comme ça? 15 millions, avec 15 millions. Donc vous, en 24 heures, vous avez capacité de changer les coûts comme ça? Stop. Le monsieur est en âge. Quand Linda est dans cet état, je peux vous dire que la suite n'envisage rien de bon pour le candidat. Il y a de l'enjeu à Abidjan. Vu tous les marchés que nous avons faits, nous pensons que nous pouvons faire tache d'huile en s'industrialisant. Alors, et nous pouvons aussi apporter notre contribution pour se battre efficacement contre le coût des logements en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Merci. Nous avons déjà conclu. Voilà qui met fin à cette présentation digne d'un mauvais scénario. Pour le coup, il a vraiment énervé nos membres du jury. Bonsoir, messieurs et mesdames. Je suis Gérard May de Even Agro Consulting et notre entreprise est dans le secteur agroalimentaire. Ah, monsieur Transformation Alimentaire. Notons qu'il a apporté des échantillons. D'abord que notre objectif à nous, c'est de pouvoir contribuer à la transformation de notre système alimentaire pour un monde sans faim, bien évidemment. Alors, pour poursuivre, il faut dire que le secteur des céréales est un secteur très important puisque les céréales constituent la nourriture de base de la plupart des Ivoiriens et également des Africains. En Côte d'Ivoire, les chiffres de la FAO démontrent que nous avons importé en 2021 plus de 2 millions de tonnes de céréales, toutes céréales confondues. Nous avons fait une étude du secteur et ça nous a permis de déterminer un ensemble d'acteurs sur la chaîne des valeurs. Nous avons les producteurs, les industriels et les consommateurs. Alors, une étude plus poussée nous permet donc de comprendre que au niveau de la première année de la transformation, nous allons générer un chiffre d'affaires de plus de 84 millions de francs CFA, ce qui va générer un bénéfice d'autour de 33 millions de francs CFA. C'est quoi les délais de péremption de vos produits là? Alors, on a fait des tests pour ce qui est de la boisson et nous avons remarqué que... Mais ce n'est pas écrit dessus. C'est pas écrit. Nous n'avons pas mis là-dessus puisque nous n'avons pas encore, si vous voulez, une certification d'un organisme. Justement, c'était le point. Donc ce n'est pas écrit dessus, donc on ne connaît pas la composition chimique. OK. Or, vous savez que sur toutes les boissons qui sont commercialisées, il faut donner la composition. D'accord. Il faut d'ailleurs donner les valeurs en termes de calories et nutritives qu'il y a donc dans votre produit. Okay. Donc il y a un certain nombre de... Oui. Sur ces aspects, nous sommes en train d'y travailler, notamment avec l'INPHB. Bon, sauf que vous avez déjà commencé à commercialiser, si je m'abuse. Oui, mais il faut bien que... C'est vraiment une colle que vous faites parce que normalement, je ne dois pas commercialiser. OK, on note aussi. Hein. Je ne dois pas commercialiser tant que je n'ai pas un ensemble de documents qui le prouvent. Bon, alors si j'ai un conseil à vous donner, vous savez, vous êtes dans l'alimentaire ou plutôt dans l'agroalimentaire, d'accord? C'est sûrement un des secteurs où la moindre erreur peut vous être fatale, d'accord?
si vous suivez l'actualité en ce moment, il y a des produits de fabricants de renommée internationale qui sont retirés des marchés simplement parce qu'il y a des effets de contamination à un certain nombre de bactéries. D'accord? Donc, investir et tout ça, c'est bien, mais avant que vous ayez au stade où vous mettez un produit sur le marché, assurez-vous d'avoir respecté toutes ces conditions-là qui en font des produits qui sont irréprochables aussi bien dans la qualité que dans le contenu. D'accord? Si vous faites les niveaux de bénéfices dont vous avez parlé, vous n'avez plus besoin de financement. Ok. Parce qu'en réalité, votre capacité d'autofinancement est beaucoup plus importante même que le besoin dont vous avez parlé. D'accord? Donc il faut faire attention qu'il y ait de la cohérence interne entre la façon dont vous agencez vos investissements et la façon dont cela est réfléchi dans votre compte d'exploitation. De stratégie marketing, parce que c'est bien de faire des projections de bénéfices, mais sans stratégie marketing, sans une visibilité sur le marché, sans une approche stratégie de vente, une stratégie de vente, vous ne vendez rien et vous avez 0% de bénéfices. Aujourd'hui, la stratégie que nous mettons en place, c'est de pouvoir gagner, si vous voulez, le marché, le grand nombre. Nous comptons d'abord investir le grand nombre et maintenant passer à un stade un peu plus évolué de la vente qui se trouve au niveau des... D'accord. Ce que vous venez de dire, ce n'est pas une stratégie marketing. Rapprochez-vous de quelqu'un pour faire une stratégie marketing cohérente. Très bien. Merci. On va s'arrêter là. Grâce à cette présentation, notre ami a su détecter les failles de son projet. La prochaine candidate est aussi dans l'alimentation et chez elle, les sauces sont dans des bocaux. Bonsoir, cher membre du jury. Bonsoir. Le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un projet de production de sauces africaines en conserve. Nous avons le concentré de sauce graine, le concentré de sauce claire, le concentré de sauce gnognon, le concentré Sauce que de je n'ai sauce toujours tomate. pas goûté, je précise. Notre équipe de direction est composée de moi-même, Marie-Ange. J'ai une formation en agriculture biologique et aussi une autre formation en agroalimentaire. Nous avons notre responsable de production qui a une formation en sécurité sanitaire des aliments et notre responsable marketing qui est chargé de la distribution de nos produits, la recherche des clients, qui a une formation en gestion commerciale. Pour réaliser ce projet, nous avons besoin d'un financement de 77 millions qui est réparti comme suite. Le fonds de roulement, 13 millions, les coûts initiaux à 63 millions et les salaires à 1,4 million. Et cette vente de produits va nous permettre au cours de la première année de réaliser un chiffre d'affaires de 65 millions qui va générer un bénéfice de 14 millions et la deuxième année, 130 millions qui va générer un bénéfice de 47 millions et la troisième année, 200 millions qui va générer un bénéfice de 73 millions. Merci beaucoup. Merci. Dans la première partie, vous avez parlé de salaire 1 440 000. Vous faites allusion à combien de personnes? C'est sur quelle durée? Nous avons des employés qui sont fixes. Les salaires que j'ai dit, c'est le salaire des employés fixes. Vous en avez combien? Les employés fixes, nous avons un responsable de production, 4 personnes à la production et nous avons un responsable commercial. Et ils seront payés combien? Les personnes à la production sont payées à 60 000 et nous avons le responsable commercial qui est payé à 150 000 et le gérant qui est payé à 150 000. Vous voulez monter un business de centaines de millions de dollars en ne payant pas bien les gens? Même pas le SMIC. C'est très très peu. Les ressources, c'est bien, mais pour être sûr de motiver les ressources, vous devez investir dans vos ressources humaines. Vous assurez que les gens qui travaillent pour vous gagnent décemment leur vie. Mais vous grandissez, vous gagnez des centaines de millions. Vous avez même un bénéfice déclaré en troisième année de 73 millions. Et vous nous parlez de 60 000 francs de salaire ou 150 000 francs. Oui, le salaire que je déclare maintenant, c'est le salaire de la première année. Vous allez voir qu'au niveau de la deuxième année, il y a une amélioration parce qu'après, les personnes auront une augmentation des salaires. Augmentation en pourcentage de combien? Par exemple, ceux qui sont payés à 60 000 vont passer à 80 000.
C'est ça l'augmentation? Oui. Augmenter les salaires, c'est de ça qu'il s'agit. Vous vous basez en fait sur quoi pour pouvoir, bien entendu, faire grandir cette marge salariale? On vous dit 60 à 80 000, je pense que le monde également va évoluer, tout va changer. Vous êtes sûr que les 80 000 vont correspondre dans 2 ans? D'abord, il faut dire que les 60... Attendez, je vous donne les 2 questions. Et la deuxième, vous avez mis coût d'achat. Achat, vous voulez dire quoi exactement? Puisque là, on est dans un secteur qui est assez précis. C'est y compris la matière première et les emballages. Idéalement, c'est de voir vraiment une étude du secteur, une étude de marché, de voir vraiment... Succinct, pas détaillé non plus. Il faut qu'on puisse savoir. Quelle est la concurrence sur le marché, mais quelque chose d'assez succinct, clair. Merci beaucoup. Encore une candidate à qui il manque l'étude de marché. Au moins, elle maîtrise son projet. Un peu de travail et ça devrait être bon. Et le projet, je pense qu'elle a déjà eu aussi. On voit de la qualité, on voit de la consistance. Voilà, mais il y a quelques éléments qu'elle aurait pu rajouter. Et voici notre Benjamin de la saison. C'est un gamer. Bonsoir, mais est-ce qu'il maîtrise tous les tenants et les aboutissants de son projet? Je vais vous parler de Gen Games, plateforme. D'abord, nous allons présenter le secteur d'activité, qui est le jeu vidéo. Donc, d'où viennent les jeux vidéo? Les jeux vidéo sont conçus par 2 types de personnes. Des personnes morales, qui sont des industries, de grosses industries, et des personnes physiques ou morales, mais plus petites, qui sont catégorisées de personnes indépendantes. Donc nous parlons d'indie games ou de jeux vidéo indépendants. En ce qui concerne la concurrence, nous avons 2 concurrents majeurs, Steam, qui sont leaders du marché, et la plateforme itch.io, c'est-à-dire des jeux à succès. Vous allez faire quoi précisément? Pardon? Vous allez faire quoi précisément? Moi, je veux rassembler au fait les créateurs indépendants. Non, puisque d'autres ont... Il y a différents jeux, il y a certaines plateformes qui mettent l'accent sur... En fait, il s'est inclus dedans, en fait. Donc vous êtes dans la même chose. Il s'est inclus dedans. Donc Gen Games, vous allez faire exactement la même chose. Mais Gen Games, nous aurons nos propres jeux produits par Gen Games qui seront exclusifs à la plateforme. Non, ce qu'il disait, c'est qu'il y aura du Steam et du Gen Games. Donc vous êtes le itch.io africain, en fait. Un peu plus. Un peu plus, oui. Je vais vous demander à vous, il ne faut pas attendre sa réponse. Non, c'est ce que j'essaie de voir. Si moi j'ai compris en fait. Voilà. Je réponds pour m'assurer que j'ai bien compris. En fait, le problème de itch.io, c'est qu'ils ont une très petite équipe et ils ont du mal à gérer au fait leurs utilisateurs. Et vous avez une grande équipe? Pas encore. Et vous n'avez pas de mal à gérer vos utilisateurs, donc finalement. Ils n'ont pas au fait construit, de mon point de vue, leur plateforme n'est pas complète. Essayez d'accélérer parce qu'il nous reste beaucoup de temps. Donc notre offre sera, comme je disais, une offre libre sur le marché mondial et nous récupérons en fait des pourcentages sur les différents services que nous proposons. Donc nous avons nos objectifs commerciaux en termes d'utilisateurs. Ok, nous avons le matériel parce qu'il faut un matériel assez performant pour développer des jeux vidéo. Donc le budget du matériel est de 14 527 000. Le serveur en question que vous allez avoir, c'est celui qui va vous aider à pallier aux problématiques de crack, puisque vous avez parlé, donc, parce que le crack, je suppose, avoir un impact sur votre business. Oui. Et le serveur que vous voulez prendre, c'est celui-ci qui va vous permettre de protéger vos données et les données des autres? Pour le crack, ce n'est pas vraiment possible de protéger. Ce qu'il faut faire, c'est traquer au fait des personnes qui vendent le jeu illégalement. Parce qu'une personne qui achète le jeu a des dossiers et cette personne est capable de les modifier, de les publier en ligne pour son compte. Donc là, si je comprends bien, on est vraiment dans une démarche start-up. Oui. On est à l'idée, on est au stade de l'idée. D'accord? Encore rien qui a été fait? Non, pas encore réalisé. OK. Et là, vous cherchez un financement de start-up pour monter tout ça. Exactement. Parce qu'en réalité, le concept il est encore dans votre tête, mais vous ne savez pas vraiment s'il va marcher ou pas. De mon expérience personnelle, je suis convaincu qu'il marchera. Oui, mais ça... Petit, arrête tes frappes. On ne joue pas avec l'argent? Tous les entrepreneurs vous diront qu'ils sont excessivement convaincus de la pertinence de leur projet au moment où ils démarrent. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle leur niveau d'enthousiasme est toujours le plus élevé à ce moment-là. Sauf que pour beaucoup, ils ne savent pas que c'est le commencement de la traversée de la vallée de la mort. Okay. Donc,
Parce que quand je vois la courbe d'évolution de votre chiffre d'affaires, 486 millions. Oui. au bout de 5 mois, je me pose les bonnes questions. Merci. Merci beaucoup. Tu as vraiment fait un travail d'explication. C'est pour ça que je n'ai même pas Il voulu semble des fois, oui, il a Je me suis dit, vraiment il faut fait qu'il un effort. explique. C'est ainsi que s'achève la présentation de notre jeune frère. Je suis Mister Snack arrive à présent pour défendre son projet. L'entreprise Étoile du Mar SRL. Pourquoi nous ne trouvons que dans les supermarchés des marques de chips importées seulement? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'industrie de transformation. Alors nous nous sommes dit, il faut relever ce défi-là. Étoile du Mar en réalité est une entreprise agroalimentaire qui s'est spécialisée dans la transformation de la banane plantain, de la patate douce en chips sous le label Mon Chips. Alors quelle solution nous proposons? Nous proposons donc, comme je l'ai dit, notre produit qui est Mon Chips, qui est aujourd'hui distribué dans plusieurs supermarchés à Abidjan au prix de 250 au prix grossiste, 300 et 350 francs en fonction de l'espace de distribution. Donc de juillet 2018 à décembre 2021, nous avons réalisé les chiffres d'affaires suivants. En juillet 2018 à juillet 2019, nous avons fait 9 570 000. De août 2019 à juillet 2020, nous avons fait 13 millions. Et d'août 2020 à décembre 2021, nous avons fait 12 297 000. L'investissement que vous demandez, à lui seul, représente presque le total de votre chiffre d'affaires sur une année. D'accord? Donc on peut se poser la question naturelle de savoir si, après avoir fait cet investissement-là, vous serez capable de le rembourser. D'accord? Et ça ne transparaît pas dans la présentation que nous avons. C'est pour ça que je pensais qu'il y avait une autre page. Storytelling au point. Projet bien défendu. Merci. Voici l'un des favoris du jour. Amenez mes chips. Et voilà une qui ne perd pas le nord. Vive les chips! Bonsoir, monsieur Dan. Bonsoir. Alors, je suis Nguessan Kofi Jacques Olivier, manager de Tigre aussi. Alors, en 2012, lorsque j'étais encore en classe de seconde, je me fais renvoyer de l'école parce que mon père étant cultivateur n'arrivait plus à réussir ses cultures pour nous prendre en charge parce que la sécheresse battait son plein. Et donc, comme ça, je décide de chercher à savoir ce qui cause la sécheresse et qui cause tout ce qui a fait que j'ai quitté l'école. Dans mes recherches, je tombe sur le rapport du Fonds des Nations Unies pour la Nature qui dit que la Terre a perdu 60% de ses animaux. L'Afrique de l'Ouest consomme plus de 1000 tonnes de cuir chaque année et la disparition des animaux a pour cause l'utilisation abusive de la peau des animaux, de certains animaux, pour le cuir. Et la Côte d'Ivoire, simultanément, on voit que la Côte d'Ivoire dispose de plus de 150 000 hectares de champs d'ananas qui n'est pas utilisé après que les plants aient vieilli. Et tous ces problèmes-là, nous ont captés, on a décidé d'apporter une solution là. Et après nos recherches, après avoir essayé les lianes, les cordes de la forêt et tout ce qu'il faut, nous tombons sur les feuilles d'ananas qui nous réussissent bien, que nous utilisons. Nous prenons les feuilles d'ananas, nous allons maintenant extraire ces fibres à l'intérieur des feuilles, pas la peau, mais les feuilles d'ananas, et nous allons les transformer pour donner ce produit que vous voyez dans ma main, qui est le cuir. Et ce produit, il peut être utilisé pour faire les fauteuils, les sièges des véhicules et tout ce que le cuir des animaux peut faire. Nous allons traiter ces déchets-là et leur donner une seconde vie qui donne les produits que vous voyez. Ce que vous voyez peut être personnalisé. Si vous voulez que les cuirs, on fasse sortir un type de cuir qui va représenter la peau de la panthère, on pourra le faire. Rappelez-moi encore le niveau du financement que vous recherchez. 73 millions de francs CFA pour faire bâtir une industrie complète. Alors, au niveau du marché, nous avons, comme je l'ai dit, nous avons reçu plus de 19 700 bons de commandes. Les commandes formelles que nous avons reçues s'élèvent à cela. Et la production ne nous permet pas d'atteindre ces chiffres. Généralement, qu'est-ce qu'on vous commande?
J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on vous commande généralement? Le cuir. Uniquement. En pourcentage, quel est le... Ah oui, il a écrit. Parce qu'en fait, 32%, c'est le... Non, le cuir, quel est la... C'est ce que je voulais voir, maroquinerie, parce qu'en fait, vous utilisez le cuir pour faire quelque chose. Oui, donc, le cuir, nous le vendons au mètre carré. Ok. Nous, vous faites pas de... Vous faites uniquement le... Nous le vendons seulement au mètre carré. Vous avez dans la... Ne construis pas de maison. Il ne construit pas de maison avec le cuir. Il est clair. Il n'est pas maroquinier. Ok. C'est une excellente présentation. Ouais, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Bravo pour ce beau projet. Merci. On vous remet ça par contre. D'accord. Ça ne se mange pas, donc je ne peux pas garder. Merci. Pas mal, hein? Belle présentation. Hein? Le gouvernement français indique sur son site internet clairement qu'en 2050, il y aura plus de déchets plastiques que de poissons dans les océans. À Recyclage, nous avons décidé de collecter tous les déchets plastiques sur les espaces publics, sur les plages, et les ramener ici pour les transformer en paillettes, en granulés et en pavés. À moyen terme, nous allons faire les tables bancs. Et pour cela, nous avons besoin d'une industrie forte, équipée de la technologie maintenant. Jacob Kwasi, l'homme du recyclage est dans la place. En d'autres termes, allons à l'essentiel. Le projet de recyclage veut répondre à deux grandes problématiques. Les changements climatiques, donc le recyclage des déchets plastiques, et puis la création d'emplois pour les jeunes et les mères célibataires, qu'on considère comme des personnes vulnérables, sinon presque démunies. Alors, dans mon introduction, j'ai essayé de montrer pourquoi c'est un secteur pourvoyeur de choses d'emploi, mais surtout pourquoi c'est une activité pérenne. Parce qu'on sait qu'en 2015, on est autour de 6,9 milliards de déchets plastiques dans le monde. Et qu'à Abidjan, on est en Côte d'Ivoire, mais surtout à Abidjan, parce que l'étude est faite par l'UNICEF, et ils disent qu'à Abidjan, dans le district d'Abidjan, on est autour de plus de 600 000 tonnes de déchets plastiques qui sont dans la nature. C'est-à-dire que si même aujourd'hui, avec 15 tonnes par jour, on peut faire l'activité pendant près de 100 ans. Je n'ai pas demandé, vos 40 personnes, vous allez les rémunérer comment et ça sera quel montant? C'est 100 000 francs pour les collecteurs, 100 000 francs pour les manutentionneurs, ça fait 20, ça fait les 40 personnes. Le directeur général, il y a autour de 500 000 francs. Le directeur des opérations, il est à 200 000 francs. Et puis l'assistante comptable, on essaie de mettre un peu plus de femmes. Donc on est prévu, c'est carré comptabilité, c'est la dame. L'assistante comptable, elle a 150 000 francs. Il y a un vigile qui est sur le site, donc à l'usine, qui va être vigile pour regarder ce qui rentre, ce qui sort, pour ne pas prendre un autre chef d'atelier. Et puis il y a un convoyeur. Et ils sont payés à 70 000 francs, 70 000 francs. Très bien. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Bon, je reste sur ma faim. Était-ce une bonne présentation? Un autre candidat va tenter de gagner sa place. Avec lui, on parle de santé et d'ambulance. Je me présente Dominique Ako et je vais vous présenter mon business plan. Au niveau du sommaire, nous allons voir les études sectorielles, l'entreprise et ses opérations, les prévisions financières et enfin la conclusion. Élite médicale a son attestation de conformité en tant que société de conseil et de soins ambulatoires. La demande en transport médical est constante à cause du manque d'ambulances sur le territoire. Et cette demande n'est pas seulement à Abidjan, elle concerne tout le territoire. En ce qui concerne la concurrence, sur le marché ivoirien, nous sommes 4 acteurs privés. En ce qui concerne les prévisions financières, nous avons établi un besoin de 100 millions de francs CFA qui concerne l'acquisition de 3 ambulances neuves, le matériel de communication et de localisation, des tenues professionnelles, une application mobile et une trésorerie que nous voulons mettre en place qui s'élève à 17 millions de francs CFA. Alors ici, vous trouverez le compte de résultats prévisionnels. En année 0, nous allons réaliser un investissement de 83 millions qui concerne l'ambulance, le matériel, les tenues et l'application mobile. Ce qui va nous permettre de dégager en fin d'année une trésorerie nette positive qui est liée en fait aux 17 millions que nous avons mis de côté. Nous avons mis ces 17 millions de côté parce que les 2 années qui vont suivre, nous dégageons une trésorerie nette négative. Et grâce à ces 17 millions, nous pouvons supporter cette trésorerie négative au cours des 2 premières années et ensuite nous dégageons de la trésorerie nette positive. Il y a quelque chose qui devrait vous sauter aux yeux.
quand vous faites une projection sur une période aussi longue que 5 ans. D'accord? Où les charges du personnel sont exactement les mêmes sur la période de 5 ans, où vos services extérieurs sont exactement les mêmes sur la période de 5 ans. Rien que l'effet de l'inflation sur vos charges fait que le résultat net que vous dégagez aujourd'hui en ayant mis ces chiffres-là de façon constante va changer et affecter donc négativement la performance d'ensemble de votre projet. D'accord? Or, vous l'avez dit vous-même, la capacité pour cette activité à dégager de la trésorerie positive, au moins sur les 2-3 premières années, est relativement faible. Et elle le sera d'autant plus que vous rajouterez des éléments qui obéreront, je dirais, donc le niveau de vos charges. Donc, on est en train de dire en gros que cette activité-là, si on la regarde de façon froide, elle aura du mal à supporter l'investissement que vous voulez faire et en faire quelque chose qui soit profitable. Donc je préfère avoir de façon claire ce que ça représente comme gap potentiel pour savoir si c'est finançable ou pas. Plutôt que de me faire croire que c'est une activité qui va dégager des bénéfices en sachant pertinemment que ce n'est pas le cas. Quand on vous avait parlé, vous aviez parlé des relais de transport, je vous avais demandé s'il n'y avait pas autre chose. Donc il faut vraiment y penser. Sans toutefois vous diversifier de façon sauvage. Une présentation claire, un projet clair. Quelques points à penser pour une amélioration, mais nous sommes sur la bonne voie. Il est l'heure de parler de forage avec notre prochain entrepreneur. J'espère que la dynamique sera aussi bonne que les deux précédents. Alors, Green Agro Valley SARL est une entreprise qui a 2 services principalement. Nous avons commencé en décembre 2018 avec la vente de systèmes d'irrigation. Et nous avons emboîté le pas avec les forages sur lesquels je vais plus m'appesantir aujourd'hui. Alors, nous sommes les pionniers du système d'irrigation laser spray en Afrique de l'Ouest. Et nous distribuons ce produit-là dans 5 pays déjà ouest africains. C'est déjà plus de 200 clients pour l'ensemble de nos produits et services. Des partenaires et des clients de choix comme des sociétés Cargill et ainsi de suite. Nous avons été créés en décembre 2018, comme je le disais tout à l'heure. En termes d'effectifs, nous avons 11 employés. Avec mon équipe, nous avons développé une machine de forage de toutes pièces que nous avons fabriquées en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, en termes de mission, notre mission à ce jour, c'est de devenir un acteur qui va favoriser l'accès de l'eau potable partout et pour tous. Donc, en termes d'indicateurs clés du point de vue financier, on a un taux de rentabilité interne que nous estimons à 82%, donc, et également un indice de profitabilité de 4,41%. Et donc, nous pensons que nous allons rembourser autour de 2 500 000 francs par mois, ce qui est littéralement dans nos cordes. Et ça va, on va s'en tenir à la présentation telle qu'elle a été faite. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup. Mister Mang Séché arrive. Bonsoir, chers jurés. Je suis Siloué Daouda. Je suis ici pour vous présenter notre société DC Company. Je suis le fondateur de DC Company, une société ivoirienne qui emploie aujourd'hui 8 personnes, dont 3 sont permanents et enregistrés à la CNPS. DC, ça veut dire que Daouda et Chichi? DC et Capo Chichi. Yeah. DC, c'est Daouda et Capo Chichi. Tu parles beaucoup anglais aujourd'hui, hein, mon frère. So, all right. Les gens qui ont vécu aux États-Unis, là, leur affaire de OK, yeah, alright, sont un trésor inexploité malheureusement en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que malgré cette forte production, il y a 40 à souvent 65% de cette production-là qui pourrit, donc qui est inexploitée et qui est perdue. No need to read, pas besoin de lire tout ce qu'il y a écrit dessus. Oui. Et notre entreprise donc a décidé de s'engager en 2021 dans la production de mangue séchée. Yeah. Alors si vous vendez déjà, comment est-ce que je retrouve dans votre besoin en financement des choses comme caution de loyer, avance sur consommation SODECI, toutes ces choses-là qui a priori devraient faire partie déjà de ce que vous avez dans votre exploitation actuelle?
Pourquoi ça paraît ici en besoin? Ça ne peut pas être un besoin de financement. Je comprends. Si on a des machines et on a un gros investissement, on ne pourra pas rester dans le local dans lequel on est. On a un bon local, mais il est vraiment limité en termes de superficie. Et on aura à déménager et à se placer dans un autre local qui sera un peu plus important, non seulement pour récupérer la mangue, parce qu'on doit récupérer la matière première, la conserver, et puis traiter le produit et emballer et faire aussi venir certains produits sur le port d'Abidjan. C'est la raison pour laquelle on a voulu être clair dès le départ, pour dire que avec cet investissement, on ne peut pas rester dans le même local dans lequel on est actuellement. Alors, quand vous mettez en plus fonds de commerce et droit au bail, quand vous empruntez 100 millions, c'est pour acheter quoi en fonds de commerce et droit au bail? Qu'est-ce que vous achetez concrètement avec ça? Vous me dites que c'est vraiment votre besoin. En fait, on essaie d'évaluer nos besoins en fonction du marché. Non, ça ne marche pas. Yeah, okay. Ça ne marche pas. Okay. On ne fait pas du remplissage. Non, c'est pas ce qu'on a fait. C'est un peu ce que vous avez fait. D'accord. On ne fait pas du remplissage. Ok. Très bien. J'ai pas d'autres questions. Aucun commentaire pour moi. Passons à la dernière Bonsoir, candidate. monsieur. Je suis Kambou Lydie Rachel, entrepreneur agricole. Je vais vous partager mon business plan avec ce qu'on a appris hier. L'étude sectorielle, il fallait d'abord que j'apprenne à maîtriser tous les contours et paramètres de ces secteurs d'activité. Quand bien même que je viens de cette région, mais ce n'était pas évident. Donc de 2008 jusqu'à 2022, ça m'a permis de maîtriser tous les contours, tous les risques, à faute de les expériences continues, les échecs vraiment ont permis que je suis aguerrie et puis aujourd'hui je maîtrise bien ce milieu-là. Maintenant, l'impact de mon activité, c'est que je travaille au niveau de ma région avec près de 10 000 femmes que j'ai constituées en société coopérative depuis 2015. Perspective, j'ai démarré par ouvrir une boutique depuis 2020. J'ai ouvert une boutique et puis pourquoi pas si mon entreprise grandit. C'est ce que j'allais dire. Regardons les chiffres. On voudrait avoir des chiffrés parce que... Regardons l'analyse financière. Voilà, quelque chose de plus concret parce qu'un soutien, tout ça, c'est pas très scientifique. Quels sont les chiffres? Vous avez fait une analyse financière? On a besoin de voir les chiffres. Oui, j'ai cru voir l'analyse financière dans son Oui. Un truc, j'ai travaillé sur un truc prévisionnel. Oui, on veut voir ça, on veut arriver aux chiffres. Prévision des ventes pour l'année 2022-2023 et puis 2024. Comme je vous l'ai dit. On n'arrive pas à lire, donc dites-nous, combien est-ce que vous prévoyez de vendre en 2022 ou 2023? Comment je peux agrandir? On n'essaie même pas d'agrandir. C'est pas la peine d'agrandir. On ne verra pas d'agrandir. d'ici. On verra pas. On ne peut pas voir. Si vous arrivez à lire, dites-nous. Oui, je voulais même un peu agrandir. Ouais, parce que c'est petit ici. C'est petit partout? Oui, c'est petit. Si c'est petit pour vous, imaginez pour nous qu'est-ce que c'est. Pour 2022, les chiffres au niveau prévisionnel, 271 millions. 11 millions. Oui, 200. D'accord. Ça, c'est avec ou sans le financement que vous recherchez? Avec ou sans. Vous allez faire ça? Oui. Même si vous n'avez pas de financement, vous allez faire ce chiffre? Je suis persuadée. Parce que... Et quand vous faites 200 millions, le résultat net que vous dégagez, c'est combien? Le résultat net. Un bénéfice. Un bénéfice autour de plus de 100 millions. D'accord. Plus de 100 millions. Dire que votre marge, une marge autour de près de 50%. Oui. Parce que j'ai reçu des équipements le 17 février dernier d'une valeur de 40 millions. Donc vous avez reçu les équipements, vous êtes persuadé que vous allez avoir 271 millions, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est ce que j'allais demander, vous n'avez pas besoin de notre financement du coup? Il faut toujours, parce que les équipements que j'ai reçus, c'est pour la production du beurre. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est pour la production des produits dérivés. Mais ça, c'est pas vous qui produisez? J'ai des collaborateurs avec qui je travaille. C'est-à-dire, expliquez-moi. C'est un groupe de femmes. Donc c'est elles qui produisent ça? Je leur donne le beurre de karité et je les ai formés pour le volet alimentaire pendant que moi je m'occupe. D'accord, donc c'est une autre branche. Et ça rentre pas dans votre chiffre d'affaires? Ça rentre pas dans vos 60 Si, ça rentre parce que c'est beaucoup consommé. Non, est-ce que ça rentre dans vos chiffres? Dans nos chiffres, oui. Le volet. C'est dedans? Oui, parce que j'ai pris 4 ans quand même à faire la promotion. D'accord. Du volet alimentaire. Très bien. Donc vous avez une gamme très large de produits. Très large. Trop large, je trouve. D'accord. Très large.
Merci beaucoup. Merci. Je vous envoie, c'est pour vous. Et pour Non, nous. non, il faut bien que vous commercialisez. C'est beaucoup, hein? Non, c'est vraiment parce qu'il faut que vous testez. Tout ça, je fais plus. Pour connaître si les gens aiment ou pas. Je reste silencieux pour une fois. Allez, nous avons pu voir toutes les présentations. Il y en a eu de bonnes, des moins bonnes et les moins convaincants quitteront l'aventure aujourd'hui. Place aux résultats. Très bien, donc nous allons appeler donc, les candidats. Les entrepreneurs qui seront appelés auront leur passe pour la suite de Jeunes Mensa. Donc la première, ce sera donc Kambou Rachel. May Gérard. Diakité Alassane. Ensuite, Kwasi Marie-Ange. Doudou Fidèle. Nguessan Kofi Jacques. Kwasi Jacob. Akou Dominique. Apesika Laurent. Ndeni Rachel. Et enfin, Silué Daouda. Très bien, chers candidats. Félicitations à vous, bravo. Vous avez traversé les étapes, vous avez fait beaucoup d'efforts. C'est terminé. Ce sont donc Thiam Pierre de Gen Game et Laurugnon Fidèle de Hype Préfabrique qui quittent l'aventure aujourd'hui. Merci vaillants entrepreneurs. Nous espérons que cette aventure vous aura appris beaucoup. Bonne chance pour la suite. C'était un peu difficile, avec toute la fatigue qu'on a eue. On s'est mélangé peut-être un peu dans la démonstration de notre plan financier. Bon, mon entreprise a une taille un peu plus grande et c'est pas aussi évident de manipuler les chiffres. Et voilà peut-être qui a fait notre défaut. J'arrivais pas à retrouver la cohérence du projet. Je ne savais pas du tout ce qu'on voulait faire, je ne savais pas du tout ce que la personne avait réellement envie de poursuivre comme ligne. J'ai l'impression qu'on voulait faire un peu de tout en même temps et il n'y avait pas de clarté dans les propos. Et si je peux rajouter, en fait, en tant qu'entrepreneur, il nous faut faire montre de beaucoup d'humilité. Et c'est une qualité qui va nous faire aller de l'avant. Et je ne l'ai pas senti. Gen Games, donc c'est un très beau projet, mais ça s'inscrit plus dans un esprit de start-up. Et on ne pense pas que ce soit une entreprise en démarrage, puisse par commencer avec de la dette. C'est un projet qui nécessite, à mon sens, plutôt des business angels, pas un financement. Il n'a pas besoin d'avoir de la dette pour démarrer. J'ai besoin d'avancer un peu plus sur mon projet afin qu'il puisse être retenu pour ce genre de concours. J'ai compris aujourd'hui que si je ne sais pas bien présenter mon projet, ça sera un peu compliqué pour moi. Mais comme on a des formations de qualité, donc je pense que je suis encore dans la course et je vais me donner un peu plus, encore plus, parce que là, la compétition commence à être vraiment rude. Mesdames et messieurs, c'était Jeunes Mensa épisode 3. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'aventure.